bonsoir à tous et désolé pour le retard, mais comme on attendait plus de monde que ça, c'est le principe du meet-up, c'est que les gens s'inscrivent. Donc on attendait du monde, mais voilà, donc vous êtes là, on va commencer maintenant. Et donc d'abord, je vous souhaite la bienvenue et je suis ravi de vous voir ici dans nos locaux. Donc ce soir, nous accueillons le meet-up donc Star du X. Donc le thème, c'est le temps et l'erreur. Deux facteurs clés de l'UX avec Sébastien et Simon qui vont prendre la parole juste après moi. Mais avant ça, je vais vous rappeler un tout petit peu le programme et dans le détail qui nous sommes. Donc, vous êtes ici chez UX République, donc je suis Romain Landsberg et je suis associé et fondateur. Donc Sébastien Faure qui va parler, qui est lui responsable du développement manager de l'UX Training, du centre de formation et qui est UX designer de métier. Et Simon Le Guay-Pruel qui est aussi UX designer, qui lui est en mission chez Air France. Tout à fait. Moi, je vais prendre juste un tout petit peu de temps. Je ne sais pas si vous avez, à travers notre blog... Marche pas? Si, alors ça marche. Excusez-moi, oui. Je n'ai pas prévenu, mais en fait, c'est pour le streaming, en fait. En fait, on stream en live le... Ah, ouais, effectivement, j'aurais dû prévenir. On stream en live le meet-up. Et du coup, si on... Juste avec le son, ça ne marche pas bien. Donc, du coup, avec ça, c'est pour les gens qui ne sont pas ici. On les salue. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. On les salue. Et donc, dans le même principe que les articles radar, dans notre blog, tous les mois, on fait un UX Day, donc c'est une journée dédiée au partage. Donc, tous nos collaborateurs reviennent dans les locaux. Et à cette occasion-là, pendant les réunions métiers, on fait une veille assez importante, assez précise. Et on essaie de la restituer à l'ensemble de la communauté pour incarner un peu cette valeur partage. Et c'est un article qui sort tous les mois, qui marche beaucoup. Donc là, je vais essayer de faire un tout petit... un peu une preview justement de ce que va être le prochain radar de juin. C'est 5-6 news. Ok, donc qui nous sommes? UX République, donc nous sommes une agence, si vous ne connaissez pas, donc nous sommes une agence en création d'expérience, donc là globalement de façon générale sur l'expérience utilisateur. Donc nous avons un centre de formation voilà, qui monte en compétences et nous avons vraiment une expertise forte, c'est le UX design, mais aussi donc, avec deux entreprises, l'IoT, le JS et le DevOps. Aujourd'hui, nous représentons plus de 100 collaborateurs. On a 5 années d'existence et on a un chiffre d'affaires de 7 millions. Donc voilà, tout va bien. Le mur ne va pas s'écrouler normalement. On a acheté quelque chose de bien. Alors, voilà, il faut le faire, il faut le dire. Et c'est important parce que globalement, 100, c'est pas assez. C'est pas un objectif, mais en tout cas, on a une forte ambition. On demande beaucoup de missions. On a beaucoup de demandes, des missions très variées. Donc, on recrute en permanence des UX designers, des UI/UX, des product owners, des DevOps, des développeurs front. Donc, je resterai, moi, à la fin de cette présentation. Après, donc, il y a la bière, pizza. Donc, n'hésitez pas à venir me voir Sébastien, voir Simon et les gens qui vous semblent être dans la structure. N'hésitez pas, on sera ravis d'échanger avec vous. Ok? Ou sinon, si vous êtes plus timide, vous pouvez toujours envoyer un petit mail. Ok? Rapidement, donc Sébastien va nous présenter, au courant dans l'UX Time Perception. Donc, c'est l'UX, le temps à travers les expériences UX. Et c'est passionnant. Et on laissera pression. Et l'erreur est utilisateur par Simon et c'est aussi tout autant passionnant et je suis ravi de la revoir, j'ai déjà vu une fois et je ne vous cache pas que c'est super. Alors n'hésitez pas à nous tweeter, c'est toujours un plus et justement je vais faire un petit truc. Depuis quelques semaines je suis devenu 2.0 et je fais des stories. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec des stories et je vais en faire une maintenant parce que c'est cool. Alors attendez, je vais en faire un, je vais me faire un... C'est peut-être un moment creux dans la soirée, je vous l'accorde. Mais vous allez voir, ça va vite passer. Toc, toc. Alors, je vais essayer de filmer que moi et pas les gens qui sont là, je peux comprendre, ou les gens que je connais. Et voilà. Comment ça marche comme ça? Oui, ça marche. Youpi. Hop là, voilà. Je fais pas de filtre, j'ai pas le temps. Et je l'ajoute. Youpi, c'est ajouté. Donc, Star du X, n'hésitez pas à mettre notre hashtag, on sera ravis. Le problème, une petite anecdote comme ça, c'est qu'on a sur Facebook, vous savez, on a des notes et en fait, il y a plein de gens qui sont super contents, qui viennent à nos meet-up. Et la seule personne qui a mis une note, c'est la personne qui n'est pas contente parce qu'elle est venue de tout Paris, il faisait froid ce jour-là et que globalement, il y avait du monde, il n'y avait pas assez de place et qu'il n'avait pas confirmé. Je sais pas, en tout cas, j'ai pas le fin fond de l'histoire, mais c'est la seule trace qu'on ait sur les réseaux sociaux quasiment de nos meet-up, donc c'est un peu dommage. Donc si à l'occasion, vous pouvez être un petit commentaire sympa, ça serait cool. Un petit jeu concours aussi. Alors cette semaine, un petit jeu concours, on est comme ça. Donc il y a une tablette qui va passer. On fera un tirage au sort. Et ce mois-ci, c'est un filet garni du X République. Avec dedans alors les UX cards, avec voilà, un grand format, les vrais. Hein. On a aussi un t-shirt Star du X. On a un truc, je vais vous parler. Il est dedans. Parce que j'en suis fier. Et on en est tous fiers.
C'est un nouveau venu. C'est un manifeste en fait de marque UX République. On a refondu notre logo récemment. On a fait un article dessus. Et globalement, ce manifeste, il explique pourquoi, comment, et c'est quelque chose qu'on donne à tous nos collaborateurs. Et voilà, je serais ravi d'échanger avec vous là-dessus. On n'a pas beaucoup pour l'instant. On essaie de voir. On a une première version, un premier tirage. Mais voilà, en tout cas, il est à gagner ce soir. Donc n'hésitez pas à faire passer. Je vous passerai la tablette après. Ok, allez, UX Radar, je vais aller assez vite, il est déjà tard et vous êtes peut-être très faim. Donc après coup, je rappelle, il y a de la pizza et un peu à manger, un peu à boire. Alors, rapidement, ce qui va se passer en juin, ce qu'on va vous partager en juin dans UX Radar, je pense que peut-être que vous l'avez déjà vu, vu que c'était à la pointe. Donc Material Theme Editor, en gros, c'est après que Google ait annoncé Gallery, qui est un concurrent d'InVision, ils viennent de lancer un Material Theme Editor. C'est vraiment pour gérer des design systems. Je pense qu'on est très confronté à ce genre de problème aujourd'hui dans tous vos missions, si vous êtes professionnel. En tout cas, nos collaborateurs le sont. Le design system, c'est un vrai besoin, mais en même temps, c'est aussi quelque part une espèce de miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de promesses, mais derrière, c'est très difficile à mettre en place. Voilà un des outils. On est en train de tester. Je ne vais pas vous donner un avis clair et définitif aujourd'hui sur ça, mais globalement, c'est-à-dire que quand Google prend le sujet, c'est qu'il y a, voilà, c'est que quelque part, il y a quand même des ambitions derrière. Alors là, beaucoup plus fun, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, Google avait mis en place, alors pas financé par Google, c'est beaucoup de Google, mais ils sont beaucoup dans l'actu, ils avaient mis en place, pour les 40 ans, les 30 ans de Mario, ils avaient mis en place un Mario Kart, en fait on pouvait avoir la place de sa voiture Mario Kart. Alors là c'est une déclinaison un petit peu plus grand public, où voilà, c'est l'incarnation de la voiture par une voiture, où là où aujourd'hui pas mal de nos clients nous disent comment on peut reprendre la parole en termes d'émotion, parce qu'en gros, entre le design system de la marque, le design system de l'OS, comment reprendre de la place en termes de marque, en termes d'émotion. Voilà, c'est un petit détail, parce que Google Maps, c'est quand même hyper austère, d'accord, c'est hyper fonctionnel, c'est très bien fait, les cartes sont jolies, mais c'est quand même, voilà, et voilà, ça permet de prendre de temps en temps, de marquer et de vous en parler ce soir, par exemple. Mais en même temps, Google Maps, ça fait un petit coup bas à beaucoup de gens. Je ne sais pas si dans vos métiers ou dans vos missions, ça a été le cas. Mais en fait, Google Maps était gratuit jusqu'à un certain nombre de connexions. Et ils ont fait, bah non, en fait, ça sera plus gratuit. Donc maintenant, il va falloir payer. Alors pour des très gros éditeurs qui payaient déjà, c'est pas grave. Mais pour les startups ou les entreprises de taille moyenne, c'est un sacré coût, même s'ils ont essayé d'être, on va dire, pas d'être raisonnable dans leur coût, mais que ça quand même, voilà, ça reste un coût en plus pour une entreprise. Donc, le JDN a proposé 11 alternatives à Google Maps. L'article est là. Je n'ai pas donné d'avis sur ça. Je sais que nous, on travaille par exemple avec la chaîne météo. Ils prennent des cartes OpenStreetMap, je crois, et qui marchent bien, voilà, où ils refont leur propre carte. Voilà. Alors, on a tous rêvé de ça, un jour ou l'autre, ça commence à arriver, donc c'est annoncé depuis hier, je crois. Ça sera uniquement sur Android au début. Donc on pourra recharger son pass Navigo sur son téléphone et surtout badger avec son téléphone. Ça pose la question de la batterie, de toujours de plein de choses, mais globalement, voilà. Et a priori, ça reste le téléphone, on pourra badger même si l'application est éteinte. Donc ça a l'air plutôt robuste. On n'a pas testé, mais en tout cas, l'article et la promesse sont plutôt alléchantes. Voilà. Alors, je pense que vous connaissez tous, mais je l'adore, moi, ce site CodeDrops. C'est à la frontière de l'UI et de l'UX. Mais je vous présente que souvent, ils étaient un tout petit peu moins bien ces derniers temps, un petit peu plus anecdotiques. Et je trouve que là, vraiment, ils ont remis l'utilisateur au centre du besoin. Donc là, c'est un formulaire. Je pense que vous avez tous, dans votre vie, fait un formulaire et trouvé ça classique et pas forcément incroyable. Mais là, je trouve que, par exemple, voilà, il y a les champs email qui n'est pas rempli. Et avant de cliquer, il y a une zone un petit peu ici qui me dit que je vais cliquer sans avoir fait ça. Et avant même, il anticipe l'erreur. Et ça, je sens un client. Et voilà, donc c'est vraiment clairement. Il y en a plein comme ça qui sont vraiment bien, je trouve. Bon, là, c'est très classique, mais c'est vraiment du lot. Voilà, je trouve que dans nos métiers aujourd'hui, on ne peut plus forcément réinventer tout un système. Et justement, c'est dans ces détails-là que ça doit se passer. C'est dans ces micro-interactions ou dans l'échange où vraiment on anticipe le besoin utilisateur, où on l'accompagne dans sa navigation, où vraiment on fait la différence. Là, c'est plus anecdotique, mais vous voyez, plus je m'approche, j'ai ça qui apparaît. Donc, si vous ne connaissez pas ce site, CodeDrops, vous allez passer une nuit incroyable parce qu'il y en a il y a 15 pages de micro-interactions qui sont vraiment, vraiment bien. Mon préféré, ça reste le cinéma. Je ne sais pas si vous la connaissez en gros, mais je vous laisse découvrir chez vous tranquillement. Voilà. Je reviens
à mon histoire. Donc, voilà, c'est juste un petit extrait de ce qui va sortir bientôt mi-juin. Donc, on partagera l'article bien plus complet avec bien plus de choses. OK. Et enfin, je vous remercie à tous de votre présence et de votre écoute. Je vais laisser la place à Sébastien, qui va commencer par l'UX Time Perception. Et après, je serai ravi de discuter avec vous sur tout un tas de choses après la présentation. Merci. Ah oui, tu es cravaté. Je t'en prie. Si tu veux faire des stories. Je vais faire des stories. Je laisse remplir. Donc bonsoir, merci d'être venu ce soir. Donc voilà, moi c'est Sébastien Faure, je suis le responsable pédagogique du centre de formation du UX République. Et voilà, c'est nous. Et donc on forme à l'UX Design, au Design Thinking, au Lean UX, aux méthodes agiles, au JavaScript moderne. C'est du JavaScript pas moderne. Et on forme voilà, donc, chez nous, chez vous et sur mesure sur notre site UX Training, enfin training.uxrepublique.com. Vous trouvez toutes nos formations, vous pouvez m'écrire et on pourra en parler. Les formations sont plutôt sympathiques. Donc, ce soir, je vais parler de la perception du temps dans l'expérience utilisateur et comment faire des UX designers, des timekeepers. Pas seulement dans les ateliers, ça on le fait déjà, mais vraiment comment on va prendre le contrôle du temps. Et c'était une présentation qu'on avait fait avec Adrien Franceschini, qui est directeur artistique chez nous, et qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc Adrien, si tu nous regardes. Donc voilà, en fait tout s'est passé il y a quelques mois, c'était après un meet-up. On est sorti d'un meet-up, alors c'était pas chez UX République parce qu'on a des pizzas nous, chez nous. Mais comme je suis Marseillais, j'ai dit à Adrien, écoute, franchement j'ai super envie d'une pizza. Et comme Adrien est super chébrant, il m'a dit je t'amène chez Pizza Popolare. Je fais ok, bon on y va. Et là on arrive et catastrophe. 40 minutes d'attente, la queue dehors, il faisait froid, j'avais faim. Quand j'ai faim je deviens désagréable. Clairement, on sentait les odeurs de pizza arriver, c'était l'éveil des sens. Il m'a dit non mais reste, parce que je lui ai dit non mais t'es fou, moi je pars, quoi. Je vais manger un burger à côté à Quick. Il m'a dit non il faut que tu restes. Et c'est vrai que l'odeur de la pizza, la mozzarella qui coulait sur les pizzas, tout ça, ça nous donnait envie. Les gens qui attendaient, je me suis dit bon allez on reste. Et voilà, on s'est dit mais comment on va occuper ce temps d'attente, parce que voilà on s'est vu toute la journée, on avait bossé toute la journée ensemble, on n'avait plus grand chose à se dire. 40 minutes. On s'est vraiment posé la question. Et alors du coup, on s'est posé 3 options. Option numéro 1, avoir un 3310 et jouer à Snake. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de 3310 sous la main. On a essayé de regarder si des gens avaient un 3310 à voler. Non. Donc, parce que Adrien est un peu plus jeune que moi et je lui ai raconté mes innombrables soirées à passer à regarder une série et jouer Snake aussi de l'autre main et puis à passer le temps comme ça. Option numéro 2, avoir une Game Boy et jouer à Tetris. Pareil, pas de Game Boy, pas d'enfant qui passait à qui on peut voler la Game Boy. Donc on s'est dit tant pis. Et là, je lui ai encore raconté mes souvenirs de voyage, s'il y a des gens de plus de 30 ans dans la salle, en voiture, à l'arrière, en train de jouer à Tetris et du coup être tout content. Et voilà, et lui, il m'a dit, écoute, j'ai Candy Crush, et du coup, il m'a fait télécharger Candy Crush, on a joué à Candy Crush, lui de son côté, moi de mon côté, on se parlait plus, et le temps est passé beaucoup plus vite, étonnamment. Et puis quand on est rentré, qu'on s'est posé à table, on s'est posé la question avec Adrien, mais comment les jeux modifient la notion du temps des joueurs? Parce que c'est pas possible, on a attendu 40 minutes, ça nous a paru un claquement de doigts. Donc on était complètement captivés sur nos jeux. Et du coup, bon, on a mangé notre pizza, on a dormi, puis le lendemain matin, je suis allé, j'ai ouvert mon Google et puis je suis allé chercher un petit peu ce qu'on pouvait trouver. Et je suis tombé sur le travail de ce monsieur. Donc il y a un deuxième filet garni pour qui arrivera à le dire correctement. Et qui travaille sur le flow. Le flow, donc c'est un état d'engagement maximal dans une activité. Et c'est quelque chose qui est travaillé aussi, moi je viens des sciences de l'éducation, et qui travaille dans tout ce qui est gamification dans le e-learning. En fait, c'est un état mental où plus on va monter en compétences, plus le niveau doit monter en difficulté, et c'est ce qui nous maintient. C'est ce qui se passe dans les jeux. Si vous regardez Tetris, par exemple, je reprends cet exemple-là, parce que c'est vraiment notre grande master flow, Tetris,
Au début, c'est très facile. Les briques descendent lentement, donc on a le temps d'apprendre. Et plus ça va monter en difficulté, plus ça va aller vite. Mais nous, on monte en compétences aussi. Et du coup, on est pris. Et ça, c'est aussi vrai dans les jeux vidéo. C'est vrai quand on fait du sport aussi. C'est vrai dans beaucoup d'activités. Et du coup, on s'est posé la question, ok, c'est très utilisé dans les jeux vidéo. Parce qu'on voit hein, le binge gaming, c'est très présent. Est-ce que ça existe dans d'autres endroits? Cette modification de la perception du temps. C'est hyper intéressant en termes d'expérience utilisateur pour nous, quand on doit gérer des bacs qui peuvent être longs, en fait, où il fallait chercher de l'information, ou quand on veut travailler sur l'instantanéité ou simuler une recherche. Et puis avec Adrien, on prenait des exemples, on s'est dit, mais également les séries. Je ne sais pas vous, mais moi, les séries, je suis complètement addict. Et ça me plonge dans un état de flow. Je peux passer des soirées entières, commencer une série à 20h, la terminer à 4h du matin, parce que je vais arriver jusqu'au bout de la saison et que je ne veux pas lâcher l'affaire. Donc il y a aussi cet effet-là en fait, de narration dans les séries, qui maintiennent cet effet par des cliffhangers, par une écriture aussi, et une scénarisation. Donc on s'est dit, ok, les jeux vidéo, l'écriture, comment on peut l'intégrer dans notre expérience utilisateur? Donc là, on est allé chercher un petit peu ce que disait la littérature. Et je suis tombé sur Jacob Nielsen. Alors c'est son ancienne coupe de cheveux. Hein. Maintenant, il est un petit peu plus chauve. Et il parle des 3 constantes de temps. Ça parle à quelqu'un, les 3 constantes de temps de Nielsen? Il y a des étudiants là en UX design. Non. Alors, 0,1 seconde, c'est ce que l'interface doit simuler pour simuler une réaction instantanée du système. C'est je clique sur le bouton, j'ai une réponse. Si on clique sur un call to action et qu'on n'a rien qui se passe, en fait, ça va très très vite dans notre cerveau et il faut qu'on simule une réponse d'un point de vue ergonomique. 1 seconde, j'ai le flow qui continue. C'est-à-dire que pendant 1 seconde, s'il ne se passe rien pendant 1 seconde, tout va bien. Au-delà d'1 seconde, je perds ma concentration. Donc on est vraiment sur des temps extrêmement courts. Et 10 secondes, c'est la tension maximale d'un utilisateur sur une tâche. Et d'autant plus quand on est sur un téléphone, qu'on essaie de faire une story par exemple, c'est pas évident. Et du coup, on est très peu concentré. Donc il faut aller très très vite. Donc on est vraiment sur un rythme très rapide. Et partant de là, je me suis dit, ok, avec Adrien, on s'est dit, bon, on va chercher des exemples. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je suis un énorme consommateur sur Amazon. J'en ai même fait un meet-up pour raconter à quel point j'étais manipulé par Amazon. Et Amazon, en fait, c'est ça. Ils ont un rythme d'achat qui est extrêmement rapide et l'acheter en un clic. Je ne sais pas si vous achetez en un clic. C'est juste complètement addictif et hyper agréable à faire. Parce qu'on fait nos petits parcours, on tape. Donc là, c'était pour l'anniversaire de Romain. Je lui cherchais un vinyle d'Ayam. Parce que c'est quand même le meilleur groupe de hip-hop du monde. Et donc du coup, je tape Ayam vinyle, très bien. Poum, ça me sort ce que je recherche. J'achète en un clic et j'ai terminé. Ça m'a pris quelques secondes. Et tout ça est rythmé en fait. Il y a un rythme qui s'opère dans l'enchaînement des écrans qui est extrêmement fluide. Et on a une problématique quand on fait du B2C. Je ne sais pas si vous faites du B2C, mais quand on fait du B2C, il y a la rétention dans les tunnels d'achat. Il se trouve que j'avais fait une mission chez un opérateur téléphonique, il y avait une problématique sur le tunnel d'achat, comment on fait de la rétention. Et parce qu'il y a 76, soit presque 77% d'abandon dans les paniers. Je ne sais pas vous si vous le faites, mais moi ça m'arrive très souvent de laisser tomber le panier parce que c'est trop long, parce qu'il faut que je rentre mes données personnelles pour un tas de raisons. Alors que j'ai déjà fait tout le parcours qui m'a pris du temps, qui était un peu pénible. Et donc là on s'est dit il y a quelque chose à jouer. Et on s'est dit mais comment les grandes marques, un peu les référents en UX, le font pour concevoir leur parcours. Ils font des parcours simples et efficaces. Et ce qui paraît très évident à dire, mais en fait ce qui est très compliqué à faire, on se rend compte quand on est en mission, de faire de la simplicité et de l'efficacité, c'est ce qui est le plus difficile. Et c'est une de mes applications aussi favorites, c'est Trendline, parce qu'en 56 secondes, ils me font acheter un billet de train, et donc ça va très vite. Et Trendline, il y a ce petit call to action qui se transforme en loader. Et moi, je trouvais ça génial. Et je me suis dit, je suis sûr qu'ils ont fait semblant de simuler le ralentissement du bac pour me dire qu'ils sont en train de chercher le meilleur train et simuler ça. Et effectivement, je les ai rencontrés et c'est ce qu'ils m'ont confirmé. Ils ont ralenti la recherche dans le loader pour simuler le fait que derrière eux, aller chercher
les meilleures options de train. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a eu un voyagiste américain, il y a quelques années, qui a un comparateur de vol, qui affichait immédiatement les résultats. Je tapais un Dallas-Montréal, et instantanément, j'avais les résultats. Et ce qui s'est passé, c'est que les utilisateurs ont cru que tout ça était fake, en fait. Que toutes les données étaient déjà préenregistrées, qu'il n'y avait pas de recherche. Sauf que derrière, ils avaient des serveurs hyper rapides et qui étaient en capacité. Donc en voulant améliorer l'expérience, en fait, ils avaient détérioré leur conversion. Et ils sont revenus en arrière, ils ont ralenti, en disant on va chercher. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on reproduit l'effet de quelqu'un qui va chercher. Nous, on est habitués en disant attends, je vais comparer des choses. Si je vous le fais immédiatement, vous allez dire il n'a pas travaillé. Alors que là, l'application me dit non, je travaille pour toi. Expérience. Il y en a d'autres qui vont créer une relation avec leurs utilisateurs, toujours en parlant du temps. C'est le cas de Deliveroo, qui crée une vraie intimité client. Est-ce que vous commandez sur Deliveroo? Moi, je trouve ça absolument génial parce que généralement, quand je commande sur Deliveroo, c'est que je suis en catastrophe chez moi. J'ai faim, vous avez compris, c'est important pour moi de manger. Et donc, je commande un boboon, par exemple, et j'ai envie de savoir s'il va arriver, en fait. J'ai pas envie qu'ils me disent ah non, désolé, ça arrive pas. Une fois, j'ai commandé sur Foodora. J'attendais pendant 1 heure, je n'ai jamais eu aucune nouvelle, je n'ai plus jamais recommandé. Et là, en fait, à toutes les étapes un peu cruciales, Deliveroo va m'envoyer des informations. Donc je vois sur ma carte mon livreur se déplacer, je vois le temps qu'il y a entre la commande, et puis je reçois des petites notifications. Moi, normalement, je désactive toutes les notifications, sauf celle-là, en fait, parce que du coup, je sais, j'ai mon livreur à la porte, j'ai la commande qui est partie, et donc ça rythme, et du coup, ça me maintient tranquillement, et simplement en faisant du content, donc vraiment du X-Writing, et ça c'est extrêmement intéressant. Et du coup avec Adrien, on s'est dit il faut mettre en scène le temps dans l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur a un rythme, donc il faut trouver le rythme de son produit, de sa marque, de son service. Et je lui ai dit, moi je suis aussi un fan de cinéma quand je mange une pizza, et je lui ai dit, écoute, moi il y a quelque chose qui me rappelle, qui est intéressant, c'est 2001 Odyssée de l'espace. Je ne sais pas si vous l'avez vu le film. Donc il date de 61, je crois. Et c'est des astronautes qui sont dans une station spatiale et le robot prend le contrôle sur la station spatiale. Et en fait, le robot ne communique qu'à travers une diode comme ça qui s'allume et qui s'éteint à un certain rythme et qui parle. Et simplement ce rythme d'allumer-éteindre crée de l'émotion. Et quand HAL prend le pouvoir, HAL s'éteint. Il n'y a plus aucun feedback entre l'ordinateur et les êtres humains. Et ce qui les plonge dans une angoisse totale. Et ce qui nous plonge, nous, en tant que spectateurs, dans une angoisse totale, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et on a trouvé ça hyper intéressant. Et on s'est dit, mais en fait, ce qu'il a fait Kubrick dans ce film, c'est qu'il a digitalisé l'expérience d'une conversation. Simplement en envoyant un signal lumineux, à un certain rythme, doublé d'une voix. Et on s'est dit, mais est-ce que sur les interfaces, on retrouve ça? Effectivement, on le retrouve. Donc là, c'est le snap d'Adrien, donc il communique, et donc il est en train de snapper, enfin de chatter, et on voit qu'il y a le petit émoticône de son ami qui est en train d'apparaître, qui lui dit « Ah, je suis en train de t'écouter ». Du coup, il y a un face-à-face qui s'installe. C'est ce que fait de manière moins fun iOS avec les 3 petits points quand la personne est en train d'écrire. Enfin, c'est ce qu'on retrouve aussi sur Slack, sur beaucoup d'interfaces aujourd'hui, c'est devenu le cas. Mais ça me dit « Je suis en train de parler à quelqu'un » parce que moi, par exemple, on prend l'exemple avec Adrien. Si je téléphone à Adrien et je lui fais allô, ça va? Rien. Là, vous me voyez, j'ai une expression du visage, mais lui, il n'a aucun feedback de moi. Donc, il ne sait pas mettre un ton. C'est le problème qu'on a sur les SMS avec les émoticônes. Et du coup, là, ce que fait Snapchat, c'est qu'ils font varier le petit émoticône qui dit attention, là, elle est en train de lire, là, elle est en train d'écrire. Et du coup, il y a une conversation qui s'installe. Et donc, on simule les poses, les émotions d'un visage à travers des feedbacks. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi à travailler pour nous, en fait, dans l'expérience, de dire, OK, toi, utilisateur, je t'ai bien compris, je suis en train de t'écouter, je suis en train de travailler pour toi, et de le prendre en compte, pour le faire patienter. Et donc, on s'est servi des 3 constantes de Nielsen pour se dire, mais comment on pourrait le reproduire? Très simplement, en 0,1 seconde, au lieu de donner un feedback, on lui dit, j'ai bien reçu l'information. Donc là, c'est la petite émoticône qui va sortir, par exemple sur Snapchat, ou les 3 petits points qui disent je suis en train d'écrire, ou les checks qui se valident sur WhatsApp qui disent ok, c'est lu, c'est reçu. 1 seconde, je formule une réponse, je modifie, je vois, je passe en mode écriture.
Au lieu de voir, ok, c'est lu, je passe en mode écriture, je vois quelque chose qui se passe. Et en 10 secondes, la conversation est close. Dans les chatbots, notamment, c'est important de maintenir ce rythme de conversation et que ce soit assez rapide. Le problème des chatbots, c'est si on écrit sur le chatbot et qu'on n'a aucune réponse, on dit merci et puis on passe au service à côté. Cependant, il est clair que notre perception du temps, elle n'est pas universelle. Il faut la contextualiser par rapport à l'endroit où on habite, enfin les cultures locales, mais aussi le contexte de l'expérience. Sur quel type de produit, sur qu'est-ce que je suis en train de faire. Par exemple, parmi vous, qui s'est déjà énervé d'attendre 5 minutes pour un retard de métro? Non, soyez honnête. Ouais. Même, j'aurais pu dire 3 minutes. Ouais. On voit le métro arriver. Non, 3 minutes. Oh non. Le Parisien est ultra pressé. Par contre, qui est capable d'attendre 2 heures pour la sortie du dernier iPhone? Enfin, 2 heures, là, on est gentil, plusieurs heures. Les gens sont très capables d'attendre pour la sortie du dernier Star Wars parce que simplement la promesse est tellement plus forte entre un métro et un iPhone 10 que forcément on est prêt à attendre. Donc ça veut dire que la même personne qui va s'être plaint d'avoir attendu 3 minutes son métro pour aller attendre pendant 2 heures, une nuit, son iPhone et qui sera hyper contente et hyper excitée. Qui dira ouais c'était génial et tout, on a dormi, il a plu, c'était trop bien. Donc notre perception du temps, elle varie selon les individus et les contextes. Et donc ça, nous, quand on conçoit une expérience, il faut qu'on le prenne en compte aussi avec nos personas, qu'on comprenne leur psychologie, donc qu'on fasse une bonne recherche utilisateur. Et parce qu'on ne l'avait pas encore cité, et que bon, il est quand même, c'est notre papa, les qualités émotionnelles du produit influent sur la qualité de l'expérience globale. Et donc là, il faut rajouter de l'émotion. Là, le temps, c'est de l'émotion. Et c'est extrêmement important ce que dit Don Norman à ce moment-là, c'est il faut pas négliger ça, parce qu'avec le material design, avec Google, toutes les guidelines, on est sur des interfaces ultra rapides, ultra propres, ultra standardisées. On a 220 users Endo-like, 6 millions de Airbnb-like, enfin tout se ressent, tout va très vite. Tout est très pauvre en fait en émotion. Et donc il va falloir ajouter cette couche-là pour qu'on se différencie. Par exemple, une file d'attente à Disney ou une file d'attente à Ikea. On n'est pas vraiment sur les mêmes types d'émotions. Et pourtant, on va attendre autant de temps, voire plus, chez Disney. Mais chez Disney, on a des personnages, on a un décor, on a une musique, on a toute une ambiance qui fait qu'on est prêt à attendre. Chez Ikea, on est juste prêt à partir le plus tôt possible. Enfin, je pense. En tout cas, c'est mon cas. Et du coup, c'est pas très agréable. Les cas chez Ikea sont pas très agréables. Autre expérience, c'est une expérience négative peut devenir positive. C'est par exemple Google, sur Chrome, quand on a perdu la connexion, on a le petit jeu qui s'opère. Et Simon en parlera très bien tout à l'heure de comment transformer l'erreur en expérience positive. Et tout ça en occupant le temps en fait. Moi, des fois, je sais pas si ça arrive, mais moi, je connais des gens qui déconnectent Internet juste pour jouer à ce jeu-là. Il y a de tout. Hein. Et donc, ouais, c'est l'instant Quentin Buissou. Donc il faut susciter le désir chez l'utilisateur. Ça augmente les possibilités de créer une expérience d'attente originale. En fait, il faut qu'on donne une promesse à notre utilisateur. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'attente possible. Moi, je suis prêt à attendre quelque chose si, je sais pas, quand on était enfant, on attendait la nuit de Noël, le Père Noël et tout, parce qu'on savait qu'on avait des cadeaux et qu'on était hyper excités. Eh ben, c'est la même chose. On est resté des grands enfants. Et donc, comment on peut susciter de l'émotion par son design? En illustrant le temps, notamment. C'est une des réponses qu'on cherche à apporter. Par exemple, ça c'était Adrien et moi à la salle de sport, on était sur nos tapis, on était hyper motivés et franchement on était statiques et on avait l'impression de courir à 1 heure et on avait couru 5 minutes. Alors que la veille avec Romain, on s'était entraîné, on avait couru 10 km comme ça, tranquille, parce qu'on était dans la forêt et tout, c'était super. Et du coup, le contexte là encore a influé sur notre expérience. Donc la question c'est comment on peut détourner l'attention de l'utilisateur de l'attente de temps en appelant Wonder Woman. Mais tout simplement en reprenant le contrôle du temps. C'est nous qui décidons du temps de l'expérience. Et pour ça, il y a ce tout simple tableau. Donc c'est Steven Sio qui a écrit un livre qui m'a aussi inspiré cette présentation, qui s'appelle Designing Engineering Time. Je suis désolé pour mon anglais. Et donc c'est un livre où il travaille sur la perception du temps dans les logiciels. En fait, vous allez retrouver des loaders qui sont un petit peu old school. Donc suivant
la catégorie dans laquelle on est. Si par exemple je suis sur un temps de téléchargement, je sais que j'ai X dossiers à faire, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, je vais me retrouver là-dessus. Si, par exemple, les petits feuillets, vous vous rappelez les petits feuillets quand on copiait-collait sur Windows? On avait les petits feuillets qui passaient, on nous disait un fichier, 2 fichiers, 3 fichiers. À l'époque, on avait des disquettes, on avait 3 gigas et 3 mégas. On a le fameux loader Apple qui tourne comme ça en cercle, où on ne sait pas combien de temps ça va durer la mise à jour. Et puis on attend. Alors maintenant, ils ont fait un petit peu des efforts, Apple, ils mettent le temps, mais sinon on était là, et puis on avait notre ordinateur, et puis on attendait comme ça. Puis on partait se faire un café, on revenait, c'était toujours comme ça. Donc là, par exemple, c'est je copie des éléments d'un disque dur à un autre. Je suis sur une complétion par unité de temps. Donc je sais que j'ai environ 1 minute qui va se passer et c'est dynamique. Donc je vois une jauge se compléter. Parce que là, je sais combien de temps ça va durer. Je peux estimer dans ma tête, dire ok, il reste ça. Donc s'il reste qu'1 minute, j'en suis à cette étape-là. Par exemple, c'est Uber qui fait ça. Où, top, je vois mon parcours qui se charge en fait. Je me dis ok, le parcours il va passer par là. Il profite de me montrer le parcours pour indiquer aussi le temps qui va passer. Donc le fameux loader Apple, qui peut être transformé, par exemple BIM, qui est une application plutôt sympathique, qui transforme son loader pour en mettre de l'émotion. Vous voyez, ça va très vite, mais il me met des petites émoticônes de différentes villes où est présente l'application, et donc ça m'occupe. Je trouve ça sympa. C'est une petite cool feature, mais qui dit qu'à un moment donné, je vous présente l'application ce soir. S'il n'y avait pas eu ça, je ne vous l'aurais pas présenté, parce que finalement, elle propose ce que propose Dojo ou d'autres applications. Mais simplement par cette petite cool feature, je me dis tiens là l'expérience d'attente elle est sympa, j'ai envie d'en parler. Ensuite, il y a le fameux fichier, je sais pas combien de temps je lance une copie et je sais pas combien de temps ça va durer. Donc là c'est long et on attend. Et par exemple c'est Trendline. Trendline, je sais pas combien de temps ils vont mettre pour rechercher, mais hop, vous voyez, j'ai mon petit CTA qui se transforme en loader. Ce qui est extrêmement malin parce qu'il gagne de la place en plus sur l'écran. Et c'est vraiment leur touche à eux et qu'ils ont apporté. Il y a toujours Trendline sur le site mobile où là on fait un breadcrumb. Donc là ils ont simulé le temps par étape. Donc là on a de la place. On dit voilà tu fais telle étape et c'est l'utilisateur qui va choisir son temps. Parce que sur desktop on a plus de temps. Sur le mobile il faut que ce soit très rapide. Donc, en amont de tout projet user-centric, il faut être empathique et innovant. Et donc, pour ça, et par expérience, j'ai fait un projet chez Europe Assistance où j'avais parlé de cette présentation et derrière, en fait, avec les développeurs et le PO, on a cherché une solution pour gérer un temps d'attente. Et donc, je ne peux pas vous le montrer parce que le projet n'est pas sorti encore au public. Mais du coup, on a créé un loader, en fait, sur un temps d'attente. Et parce que j'ai impliqué le PO, l'UX, lui et le dev. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Le PO, donc, il va diriger les releases, etc. Il va qualifier, il va segmenter le produit. L'UX, nous, on fait l'expérience. Le UI, il va trouver les petites micro-interactions qui vont bien. Et le développeur, il va faire en sorte que tout ça fonctionne techniquement. Il va nous apporter des solutions. En l'occurrence, sur mon projet Europe Assistance, c'est les développeurs qui sont allés nous présenter un loader en forme de radar qui était hyper pertinent par rapport à notre projet. Et c'est eux qui nous ont dit ok, nous on peut le faire, techniquement ça va rouler, ça masque les 2-3 secondes qu'ils avaient besoin pour aller chercher dans le serveur les artisans qui étaient disponibles, la date, etc. et affichés. Et on a fait des tests utilisateurs et on a fait carton plein. Ils ont trouvé ça génial. On a fait un A/B testing, ils ont juste trouvé ça génial et tout le monde convertissait en disant c'est super parce qu'en plus la carte se géolocalisait par rapport à l'endroit où était la personne. Donc non seulement ils voyaient que le service était en train de chercher, mais en plus, il cherchait dans la zone où était la personne. Donc, c'était carton plein. Pour finir, un petit takeaway. Donc, il faut mesurer le flow dans ses parcours. Et ça, il faut que vous mesurez l'apprentissage que votre utilisateur va faire de votre service. Cherchez à reproduire l'émotion d'une discussion, d'une conversation. Mettez-vous à la place comme si vous étiez en train de discuter, vous êtes le service et vous parlez à votre utilisateur. Ça, c'est extrêmement important. Transformer l'attente en une expérience positive. Souvent, on a des clients qui nous disent « il faut que ça aille vite, je veux aller le plus vite possible ». Non, peut-être que notre utilisateur a besoin de prendre du temps. J'ai besoin de prendre du temps pour réfléchir à ce que je vais faire. C'est vraiment le propos aussi de Steve Krug dans Don't Make Me Think. C'est on canalise l'attention de l'utilisateur là où on veut le faire réfléchir. On ne veut pas qu'il réfléchisse à comment utiliser le service.
mais juste comment créer une expérience positive. Donc là, il faut vraiment faire ça et travailler avec les UI vraiment en proximité pour mettre en scène le temps. Donc vraiment le scénariser, c'est une écriture, on va vers le UX writing, on va vers la micro-interaction, et enfin il y a tout ça qui peut intervenir. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, on va sur des expériences digitales, on a la VR qui arrive, on a l'AR qui est importante, on a l'intelligence artificielle aussi, et tout ça, ça va nous créer des opportunités. Hein, une Google Home, aujourd'hui, comment elle gère le temps? Ben, il y a les petites diodes là, pas très jolies là, qui tournent comme ça. Enfin, donc voilà, il faut dire à l'utilisateur un feedback, je suis en train de chercher. Donc voilà, ça c'est important. Et c'est aussi donc, John Mellor, qui est le Adobe VP of Strategy, qui, pour eux, donc, ils ont tout misé sur le fait que l'émotion allait être un des nouveaux critères de l'expérience utilisateur. Vraiment un des critères les plus importants. Et l'émotion, ça peut être très bien dans le B2B, dans le B2C. Hein. C'est pas... Un utilisateur B2B, c'est un utilisateur tout court. Donc ça, c'est aussi important. Écoutez, je vous remercie. Si vous avez des questions, ça se fera, je pense... Non. Donc, si vous avez des questions, je les reposerai au micro pour qu'on puisse entendre votre voix, parce que votre son n'est pas assez fort pour aller jusqu'au micro. Pendant ce temps-là, Simon va s'installer et si vous avez des questions à Sébastien, je vous en prie, n'hésitez pas. Alors. Juste une petite remarque, peut-être pour prolonger la réflexion, par rapport à tous ces raccourcis qui améliorent la perception du temps. Moi je pense un petit peu à l'accessibilité, et je me demande des personnes qui sont déficientes visuelles, est-ce que tu as croisé des exemples qui permettraient de raccourcir le temps, mais de manière accessible? J'essaie de traduire la question. Raccourcir justement. C'est Roland Garros. Comment, c'est ce que tu as évoqué, comment traduire ça pour des personnes en difficulté visuelle, c'est ça à peu près? Alors, c'est vrai que... J'ai mon micro. Sur cette présentation, on n'y avait pas du tout pensé. Maintenant, ça devient un sujet fort. Je pense que la voix est clairement le nouveau vecteur d'expérience. Mais le mois prochain, on a un meet-up sur l'accessibilité. Donc je ne me défausse pas du tout. Hein. Je pense que c'est l'occasion de poser la question parce qu'on aura des experts en accessibilité. Et moi, je dirais simplement comme ça, c'est la voix. Merci. D'autres questions? Oui. Alors, moi, j'avais travaillé spécifiquement sur le temps il y a longtemps. Et du coup, j'étais arrivé sur un paradoxe dans les recherches de Thierry Lallemand et Guillaume Grenier. Qui disait qu'en fait, c'est toujours préférable de donner un feedback à l'utilisateur lorsqu'il attend. Mais il y a un processus dans la perception du temps qui fait que plus on donne de l'information, plus on mémorise l'expérience temporelle. Et donc, on rapporte une expérience plus longue. Donc, plus plaisante, plus on a de feedback, l'expérience est perçue comme longue, mais comme elle est plaisante. Et à l'inverse, un message comme la boîte, lorsque Gmail se chargeait pendant longtemps, on avait écrit simplement une petite phrase. Donc aucune animation, et en fait on décentrait l'attention de l'attente, et ça permettait à l'expérience de paraître plus courte. Et c'était un peu ce paradoxe-là, et bon, moi je m'étais arrêté là, mais je ne sais pas si on a réussi à le dépasser ou à trouver des solutions un peu... c'est parce que là on remplit l'expérience, on rajoute des émotions. Est-ce qu'il y a aussi d'autres portes de sortie avec justement en minimisant la relation pour que l'utilisateur puisse patienter? C'est un peu Pourquoi? Alors. Parce que... non. En synthèse, ce que tu vas peut-être corrige-moi si je me trompe, mais globalement c'est... Non, en fait, je vais pas y arriver, je crois. Je vais te donner le micro et tu vas faire la synthèse toi-même. Désolé, mais Donc en fait, pour faire très simple, plus on a d'informations... Non, c'est bon. Plus on a d'informations, plus on est en activité au moment d'attendre, plus on mémorise l'attente. C'est-à-dire qu'on a plein d'événements en mémoire, et donc quand on doit se rappeler de ce temps d'attente, comme il y a plus de choses dans notre mémoire, alors on décrit un moment plus long, mais plus agréable. Et donc on a ce paradoxe, le temps paraît moins long quand on n'a pas d'informations, mais il est plus pénible, et le temps paraît plus court quand on est plus agréable, quand on a plus d'informations. Et je voulais savoir s'il y avait des pistes ou... un petit peu à l'inverse de ce qu'on a vu, en occupant l'interaction, on pouvait
la dévitaliser un petit peu pour que l'utilisateur puisse se recentrer sur autre chose et qu'il préserve son temps plutôt que de la remplir, en fait, la vider. Alors, moi, je pense que c'est des choix de service. Il n'y a pas de réponse standardisée. Je pense que globalement, ce qu'on se rend compte aujourd'hui dans le design en général, hein, c'est qu'on va vers une épure du design. On décharge les écrans. Donc là aussi, on peut décharger les temps d'attente. C'est simplement adresser le bon message au bon moment à la bonne personne. Après, tout dépend des services. Si on est sur un service d'information, on peut passer des informations et ça fait attendre. Si c'est... Je pense que là, il faut vraiment chercher par rapport à son service, en fait. Et par rapport à ce que la marque veut dégager comme image aussi, c'est important. Par exemple, BIM, c'est très rapide, hein, ça prend quelques secondes. Et quelques secondes, ça m'occupe et je trouve ça sympa, en fait. Plutôt que d'avoir un loader où je sais rien, qui se passe rien. Par exemple, je trouve que Spotify, quand on est hors connexion, c'est catastrophique. Qu'ils sont en train de chercher en fait, à reconnecter au réseau. Enfin, il ne se passe rien, c'est long, on n'a aucune information. Ça, je trouve pas ça top non plus. Il ne faut pas surcharger. Il faut peut-être faire moins, mais mieux. Et ça, c'est des pistes à chercher. Et avoir un bon UI designer avec soi pour trouver la bonne micro-interaction ou un bon writing pour... Je prends une dernière question. Afin qu'on fasse un petit changement de micro, pas oublier. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Alors sinon, n'hésitez pas à venir après la présentation de Simon, parler à Sébastien, il reste avec nous. Ouais. Donc, je vais aller peut-être en coulisses 2 minutes pour vous installer. Pour ce temps-là, moi, je vais, ce qu'on dit, meubler dans le jargon. Ok. Le temps d'attente, le kayak. Pas de changer. Exactement. Ok. Bon, ça veut pas tenir, il m'a fatigué. Ok, donc ça va être rapide. Est-ce que tout le monde a fait passer la tablette pour inscription? Ok, stop. Tout va bien? Bonsoir. Pas trop chaud? On peut baisser la clim. Pas trop faim? On peut sauter la présentation. Non, on va pas faire ça. Non, elle est vraiment bien. Ça y est, il est prêt? C'est bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai pas C'est vrai. On va pas faire. On va couper au montage. Je laisse la place à Simon. À toi de jouer. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Simon Le Guépréal, je suis UX évangéliste chez UX République et aujourd'hui on va parler de l'erreur dans vos produits web et mobiles. Donc on va commencer par une grande nouvelle. Vous en faites tous. On fait des erreurs en fait depuis tout le temps. On fait une de nos premières erreurs, c'est essayer de nous relever alors qu'on ne sait pas encore marcher. Cependant, en fait, c'est cette erreur qui va nous apprendre en fait à trouver notre équilibre, à nous dresser sur nos 2 pieds, à chercher de quoi s'accrocher pour arriver à nos fins. On en fait vraiment tout le long de notre vie. On en fait quand on écrit trop tard à nos ex la nuit. On en fait à peu près tous les jours avec nos interrupteurs, avec les boutons d'application qu'on connaît pourtant par cœur. On en fait. Et surprise, c'est pas prêt de changer. Et donc nous, en tant que designer, donc vraiment, quand je parle de designer, je ne parle pas que du X et du Y, je parle de toutes les personnes qui sont mises à profit en fait, dans la conception d'un produit. C'est à nous en fait, de les prévenir dès la conception, parce que souvent on cherche à se dire mon utilisateur il doit réussir à faire ça, il doit réussir à faire ça, il doit réussir à faire ça. Le problème c'est qu'on n'envisage pas souvent en fait, la part d'ombre qu'il y a entre tous ces succès. Et il faut pourtant l'envisager, il faut dire peut-être que là mon utilisateur il y aura un temps d'attente qu'il va trouver un peu agressif. Là, peut-être qu'il va se tromper, les icônes se ressemblent, il va peut-être se tromper. Donc il faut aussi chercher là où il pourrait faire des erreurs. Après, on va en reparler. Nos utilisateurs, ça reste des humains. Comme je le dis juste avant, on est faillible. Donc il faut aussi se dire que des erreurs, il y en aura toujours dans nos produits. Et notre deuxième mission, en fait, c'est aussi de la minimiser. Alors, Sébastien disait de la transformer en bonne expérience. Je dirais en baisser l'impact sur le ressenti qu'ont nos utilisateurs sur nos produits. Donc on va essayer d'accompagner. On va voir ça un peu plus tard. Déjà, je veux qu'on dédramatise. C'est pas grave de faire des erreurs, c'est pas grave de se tromper. On travaille dans des frameworks qui nous permettent aussi de nous tromper. Donc vraiment, quand vous faites une erreur dans votre produit, dites-vous que
c'est comme ça, vous allez apprendre de cette erreur et repartir sur de bons pieds. Et surprise, vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers. Là, c'est un peu petit, je vais vous les énoncer. Donc, vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers, vous n'êtes pas les pires. Des grosses erreurs, il y en a eu beaucoup. Je rappelle que Christophe Colomb cherchait les Indes. Une petite histoire sur le Titanic, il y a eu un changement de second. Donc ils ont fait une très bonne passation, sauf qu'ils ont oublié de se passer la clé où étaient rangées les jumelles du poste de garde. Donc c'était plus compliqué de voir un iceberg arriver. La ligne Maginot, vraiment, une belle erreur de conception, hein, on a mal visé. Il y a aussi une erreur de traduction dans le conflit américano-japonais au moment d'Hiroshima qui a fait monter l'escalade. Il y avait des entretiens radio où des émissaires parlaient et les États-Unis, vraiment toujours dans la grande paix, ont dit si vous ne vous rendez pas dans les 48 heures, on vous bombarde. À ce à quoi les Japonais ont répondu Mokatsu. Et en fait, Mokatsu est source d'erreur dans le japonais parce qu'il veut dire deux choses. Il veut dire c'est noté ou va te faire bip. Donc voilà, il faut faire aussi attention dans la rédaction. Il y a aussi le Concorde avec une erreur de conception où du coup le vol n'a duré que 1 minute 28. Et Snapchat avec son erreur de ne pas vouloir changer son interface après une mise à jour. Et la grogne de Kylie Jenner qui leur a fait perdre 1,3 milliard ou 1,6 je crois d'ailleurs après. Donc voilà, dédramatiser, des petites erreurs qu'on peut faire sur nos produits, des problèmes d'icônes, des problèmes de mots, ce n'est pas grave. Mais du coup, le titre disait l'erreur est utilisateur. Derrière l'utilisateur, il ne faut pas oublier que c'est un humain qui se cache derrière un écran. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Parce que voilà, on peut se poser la question, c'est un peu dangereux. Si l'erreur est humaine, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un individu derrière. Donc il faut faire attention à ne pas partir sur des chasses aux sorcières. C'est pas plus de votre faute que celle de vos utilisateurs, que celle de votre stagiaire, de votre N+1, N+2. Donald Norman, lui, dit que oui, elle l'est. Donc si on part du principe que l'humain est faillible, c'est quand même un peu de notre faute à tous. Mais pareil, dédramatisons. En tant que designer, en fait, nous, il faut savoir, donc l'image est un petit peu lointaine, mais on a les mêmes problèmes qu'à la NASA. Ça, c'est monsieur Lederer, qui était en gros le spécialiste des erreurs de conception à la NASA, qui disait « L'erreur humaine, on ne pourra jamais s'en défaire, que ce soit par rapport au design, par rapport à la conception que nos ingénieurs ont fait, ou celle des pilotes qu'on met dans nos capsules. » Aujourd'hui, c'est encore leur principale activité en fait, de détecter cette erreur. Donc nous aussi, en tant que designer, donc on ne conçoit pas des capsules, on conçoit des produits, mais il faut aussi qu'on y pense toujours. Donc voilà, ce que je vous disais, le design, la plupart du temps, quand l'erreur survient, on va chercher quelqu'un. Mais la plupart du temps, ce n'est pas la personne, c'est la conception qu'on a fait du produit. Donc voilà, on accepte cette erreur, mais par contre, il ne faut pas la laisser. Il ne faut pas la laisser sur votre produit comme ça pendant des semaines parce que vous risquez de perdre le plus de monde possible. Et surtout, si vous la laissez, on n'a pas affaire à des idiots. Vos utilisateurs ils vont souvent trouver des nouveaux chemins, en fait, avec des usages exotiques pour essayer de combler votre erreur de conception. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Voilà. Mais voilà, ça va changer. Donc voilà, on s'est investi d'une mission de vraiment tout ratisser. Donc voilà, on va essayer de tout changer, autant en termes graphiques que d'expérience. Donc en essayant de rapprocher le plus possible les usages qu'ils ont chez eux de ceux qu'ils vont avoir chez Air France. Donc ça passe aussi justement par une meilleure gestion de l'erreur, une meilleure gestion de l'attente, comme on voyait avec Sébastien. Ici, l'attente, c'était la barre de progression d'Internet Explorer. Donc nous, on va essayer de gérer ça de façon un peu plus humaine. Et alors voilà, là, on va faire un petit lien avec ce qui vient après. SAP, pour moi, c'est du ketchup Heinz. Donc il y a peut-être des gens qui ont déjà vu cette comparaison en termes de UI UX. Moi, je ne vais pas en parler comme ça parce que je la trouve pas très vraie. Moi, je vais vous dire qu'en fait, SAP,
c'est un très bon produit parce que c'est très puissant, ça balaye beaucoup de choses en fait dans une entreprise. Et en effet, quand tu prends SAP avec toi, souvent tu balayes à peu près l'ensemble des fonctionnalités RH dont tu as besoin. Donc très bon produit, très puissant, mais avec une expérience digne des maracas que vous faites quand vous voulez vous servir du ketchup Heinz. Un flacon un peu vintage, certes, un peu sympa, mais vraiment peu, utilisable. Où là, nous, on va essayer avec notre nouvelle appli RH, un peu le travail qu'ont fait les designers de chez Heinz. Ils sont allés observer, ils ont vu que les gens faisaient beaucoup d'erreurs en essayant de se servir du ketchup. Nous, on est allé voir les utilisateurs, on a vu qu'ils faisaient beaucoup d'erreurs quand ils posaient leur congé, n'importe quelle démarche RH. Donc nous, on va essayer de sortir cette magnifique bouteille de ketchup. C'est bon? Merci. Donc voilà, nous, notre but, c'est qui nous procure des belles émotions et ça reste puissant, ça reste épicé, ça balaie à peu près tout. Comme le ketchup, je peux le manger avec tout. Donc, moi, avec mon expérience, en fait, j'ai dégagé 5 pensées-y bien, en fait, que j'ai mis en place avant de commencer toute la conception du produit, justement pour éviter un peu toutes les erreurs de parcours que mes utilisateurs pourraient avoir. Donc là, je vais vous montrer, vous allez voir des exemples avec l'application IRH. Donc le premier, c'est gérer la machine. Donc c'est un peu en lien avec la présentation de Sébastien. C'est qu'on ne sait jamais sur quel téléphone c'est installé, on ne sait jamais quel réseau vraiment ils vont pouvoir accéder, étant en mobilité, hein, c'est le but de l'application, c'est de pouvoir poser ses congés un petit peu où je veux. Donc on va déjà gérer la machine avec des vrais messages d'erreur, des vrais messages d'attente qui vont vraiment nous rassurer sur le fait que ça arrive, il n'y a pas de problème, ça va bientôt charger, vos infos sont là, elles ne sont pas dispersées dans la nature. Donc ce que j'appelle gérer la machine. Ça va passer par des petits messages bien écrits, des illustrations qui vont un peu faire passer le temps. C'est un petit peu comme sur Slack ou sur les jeux vidéo. Il y a beaucoup ça. Quand vous chargez un jeu vidéo sur la PlayStation ou sur la Xbox, souvent vous avez des petits messages, des tips, des petites astuces sur le jeu vidéo. Donc nous, on va essayer de faire ça aussi. Sur Slack aussi, je crois qu'il y a des petits messages sympathiques. Créer de l'affordance et des contraintes. Bon, ça, pour les UX et les UI, je pense que c'est assez clair. Juste sur l'ancien SAP, les boutons n'avaient pas vraiment de nom. Ils ne nous projetaient pas dans le futur. Je cliquais sur un bouton sans vraiment savoir où j'allais. Ici, on s'est posé, on a vraiment dit chaque bouton doit être clair et dire là où il va. Donner un aperçu du futur. Donc ici, on rajoute une étape en fait au processus de pose de congé, mais c'était beaucoup d'erreurs en fait étaient faites au moment de la validation des congés et avec justement des règles qui s'affichaient très peu. Donc en fait, nous on va avoir une petite étape intermédiaire qui va être une prévisualisation, un petit peu comme quand vous faites vos chaussures sur Nike ID. Avant vraiment de la commander, vous allez vraiment voir à quoi elle ressemble. Donc ici, pour mes congés, c'est avant de faire l'erreur, je vais pouvoir bien voir que j'ai bien pris les bonnes dates, que j'ai un nombre de jours qui va avec le solde de congé que j'ai. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur soumettre, vraiment en toute sécurité. Prévenir vaut mieux que guérir. Ici, on va envoyer des messages en fait, à nos utilisateurs qui vont éviter qu'ils aient des erreurs. En fait, par exemple, alors je ne sais pas si c'est le bon écran. On va par exemple prévenir Anne-Isabelle qu'elle a posé il y a 3 mois, une semaine de congé. Elle ne l'a jamais soumis à son manager. Elle l'a juste enregistré un petit peu comme brouillon. Problème, si elle part sans ça, elle va être un petit peu dans l'illégalité presque. Donc nous, pour éviter qu'elle se connecte à son appli, qu'elle voit que tous ses congés sont chamboulés, qu'elle peut partir qu'elle peut partir un petit peu comme elle veut, sans que son manager soit au courant, on va leur envoyer des petits messages pour leur dire n'oubliez pas, vous devez soumettre ce congé avant de partir en vacances. Et ça à 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine et quelques jours avant. Donc comme ça va l'éviter qu'on retrouve Anne-Isabelle dans une situation un peu inconfortable. Savoir pardonner, donc c'est mettre en place en fait des filets de sécurité ou ce que moi j'appelle des parachutes
à vos utilisateurs. Donc là, par exemple, j'ai supprimé sans faire exprès un de mes congés. C'est toujours quand même intéressant de garder ces congés. Donc on va mettre ce petit parachute qui va nous demander si on veut annuler cette demande qu'on vient de supprimer. Donc avant, ça n'existait pas. Une fois qu'on supprimait son congé sur IRH, il n'existait plus, donc je ne pouvais plus faire d'action dessus. Hop. Donc ça, c'était pour les erreurs qu'on pouvait contrôler. Là, on va parler de celles qu'on ne peut vraiment pas. Vraiment, voilà, il y a des choses avec l'accessibilité, avec le réseau, avec le côté, par exemple les mains. On ne fait pas de produits, par exemple, pour les gauchers. On travaille beaucoup pour les droitiers. Google met ses floating action buttons à droite, par exemple. Donc, on peut avoir des petits problèmes rien qu'avec ses doigts. Un problème de compréhension de l'intitulé. Donc, ici, on va partir. L'erreur est arrivée. On va essayer de maîtriser un petit peu son impact sur le produit. Donc voilà, ce que je disais, le device compliqué, une personne qui utilise une application qu'il ne connaît pas, des interactions nouvelles. Voilà, aujourd'hui, on maîtrise à peu près tous les gestes, mais il y a 10 ans, le swipe, ça existait peu ou pas. Le scroll, c'était encore compliqué. Donc, s'il y a de nouveaux usages, il faut aussi minimiser l'erreur que va faire mon utilisateur en scrollant d'un mauvais côté. Voilà. Hop. Alors, une grande partie en fait, des solutions pour minimiser l'impact de l'erreur, ça va surtout être de bien écrire, avec simplicité, avec précision. On évite la forme négative. Voilà, s'il arrive sur une erreur, on ne va pas le fustiger pour ça. On va être cordial, on va être simple, on va surtout être bref aussi. Parce que l'utilisateur n'a pas forcément le temps, en fait, quand il fait une erreur, de lire un message long comme les messages d'erreurs informatiques, en fait, comme les erreurs 504 qui des fois peuvent être très longues ou des choses comme ça. Donc on va éviter. Il veut sortir le plus vite possible. Il faut le sortir le plus vite possible de cet état d'erreur. Donc pareil, les messages doivent être directifs, clairs. On le prend par la main. Si on détecte déjà une première erreur, donc comme sur cette image, ou moi mon produit il sait que la plupart du temps c'est une adresse Gmail. Gmail ça existe. Gail.com, je ne suis pas trop sûr. En tout cas pour une adresse mail publique. Donc si on détecte un petit peu une erreur, on peut déjà le rerouter. On ne va pas lui corriger son erreur. On va le rerouter. On essaye aussi au max de ne pas le piéger. Donc là, ça va être par exemple un mot de passe où on va me demander un mot de passe qui demande 8 caractères et un caractère spécial. Par exemple, si on ne le marque pas, il va forcément se tromper. C'est obligatoire. Il y a encore des sites et des produits qui ne mettent pas les conditions de leur mot de passe et qui nous renvoient une erreur une fois qu'on l'a validé. Donc c'est un petit peu triste quand même, alors qu'on pourrait le faire dès le début et éviter cette erreur aussi. Et pareil, ici on voit qu'on l'accompagne. On adopte le ton juste, donc c'est ce que je disais aussi, hein, on reste cordial, on reste calme. L'humour, très bien, il y en a beaucoup en ce moment, il faut toujours l'utiliser quand il est bon de l'utiliser. Là, l'erreur 404 d'Eurosport, elle me raconte pas vraiment d'histoire, elle ne m'aide pas vraiment à sortir non plus, elle me renvoie juste à l'accueil. Alors peut-être que ce que moi je voulais, c'est peut-être juste revenir à la page où j'étais avant. Je vais peut-être arriver sur le site d'Eurosport par Google en passant par ailleurs. Moi, je veux juste retourner peut-être là où j'étais avant, parce que dans mon cheminement, dans mon parcours, c'était plus logique que revenir à l'accueil. Donc pareil, on essaye de mettre des leviers logiques. Qu'est-ce que nous devons retenir? Donc moi, je n'ai pas fait trop de takeaway, parce que je défile un petit peu tout assez succinctement. J'ai envie de vous parler de Blaise Pascal qui disait « Deux choses instruisent l'homme de toute sa nature, l'instinct et l'expérience ». Donc ça, c'est vraiment l'expérience, c'est ce que nous, on va pouvoir contrôler, parce qu'on sait un peu ce qu'il a vécu. On a des chiffres, on a des études, on fait des tests. Donc ça, c'est des choses qu'on peut contrôler. L'instinct, c'est l'imprévisible. Voilà, si quelque chose doit arriver, si l'utilisateur il a vraiment envie de prendre un chemin que vous n'avez pas défini pour lui, il y a de grandes chances qu'il se trompe, mais il faut prendre en compte cet instinct. On reste des animaux qui utilisent des portables. Donc c'est ce que je vous disais au début, on cherche souvent le succès où nous devrions identifier les erreurs et celles de l'humain. Donc c'est dès la conception, vraiment
imaginez-vous, mettez-vous dans la peau de votre utilisateur. C'est oui, vous arrivez peut-être à commander votre salade, mais qu'est-ce qui peut se passer en gros entre le moment où vous voulez une salade, vous ouvrez l'application et celle où vous allez la commander. Il peut arriver plein de choses, une carte CB qui est expirée, un réseau qui coupe, l'utilisateur qui, au final, il n'a plus envie de salade, il a peut-être envie d'un burger, mais son panier est encore validé dans un des restaurants. Donc là, on ne sait jamais trop, est-ce qu'on va perdre mon panier, est-ce qu'on va me rajouter tout. Donc pareil, on accompagne. Donc vous comme moi, nous avons besoin d'être reconnus et traités comme des êtres humains. C'est vraiment un besoin inhérent à notre condition. Et quand nous utilisons en fait un produit ou un site web, on veut être aussi des humains. On ne veut pas être un utilisateur. On veut qu'on nous parle humainement. On veut qu'on nous parle avec des mots qu'on comprenne. Une erreur sur un PC où on nous dit erreur 504, veuillez vous référer à une FAQ longue, une FAQ qu'on ne comprend pas forcément, elle ne me dit rien, elle ne me dit pas comment résoudre le problème. Moi, j'ai envie qu'on me mette un message clair sur ce qui s'est passé dans mon ordinateur. Et si on ne le sait pas, on me dit qu'il y a une erreur, on me dit que ça va aller, que ce n'est pas grave, qu'on va trouver des solutions. Donc voilà, on lui dit, on lui chuchote à l'oreille que ça va aller. Et donc voilà, je conclurai comme ça que prévenir les erreurs et faciliter leur correction, c'est simplement leur prendre en compte l'humanité des utilisateurs. Et une dernière petite phrase, celle de Monsieur Jean-Pierre Chevènement. Moi, c'est une phrase que je me répète souvent, et je pense que par rapport à l'erreur, c'est aussi très important. Le meilleur moyen d'apprendre à apprendre, c'est encore d'apprendre. Donc continuez à faire des erreurs, continuez à apprendre de vos erreurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à des produits plus polis, à des produits plus humains, à des produits qui accompagnent plus, qui prennent un peu plus par la main. Hop, échangeons, ce sera tout à l'heure. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des retours? Alors, je viens à vous parce que vos questions sont trop compliquées pour moi. Donc. J'ai une question et une remarque par rapport à la remarque de tout à l'heure. Alors, la question, c'est comment vous identifiez les erreurs sur un système existant? Est-ce que vous avez justement des anecdotes par rapport à ça? Donc, il y a les tests utilisateurs. Est-ce qu'il y a aussi éventuellement des remontées dans un soft voilà, donc la question est juste avant du coup la remarque par rapport à tout à l'heure sur le fait de ne pas afficher la progression. Juste une remarque peut-être sur la question, est-ce que c'est pas ce que font YouTube et Facebook par exemple quand ils affichent des placeholders du contenu qui va arriver sans avoir de progression particulière? Voilà. Alors moi, pour mon expérience en tout cas sur SAP, quand je suis arrivé chez Air France, c'est la première fois que j'aborde vraiment l'erreur comme ça, hein. C'est un peu mon cobaye. En fait, j'ai tout simplement fait des interviews où j'apprenais à connaître. En fait, on a formé un groupe de bêta-testeurs de 10 personnes. Donc, il y a eu une sorte de petit casting. Ce que je faisais à chaque fois, c'est qu'on échangeait avec des questions un peu plus pour se connaître. Et à la fin, je leur faisais un petit test sur leur interface RH. Je leur dis, posez-moi 4 jours de congé. Et ça n'a pas loupé. Il n'y a personne qui a réussi à le faire en une seule fois. Donc je me suis demandé, mais c'est bizarre quand même, personne ne dit rien surtout. Pour eux c'est logique maintenant en fait de faire des erreurs. C'était ce que je disais, les usages exotiques, ils notaient des choses, ils notaient les parcours sur un bout de papier, on dit attends, ça j'ai fait ça n'a pas marché, donc je raye, ça va peut-être marcher mais je suis pas sûr. Donc voilà, là c'était vraiment de l'observation. C'est assez compliqué parce qu'après quand tu travailles avec les RH, eux vont te dire qu'il n'y a aucun problème, que c'est normal. Quand vous recevez un message d'erreur qui ressemble à apps, sans solde, dom, tom, J-4, pour eux c'est des RH, c'est leur métier, ils comprennent. Un des employés d'Air France dit, est-ce que vous comprenez ce message? Non. Alors du coup, vous faites quoi? Je retourne en arrière, je recommence tout. Donc c'est vraiment l'observation. Là, sur leur plateforme n'est pas prête à nous remonter des chiffres. Donc, on observe, on va apprendre. Peut-être qu'on se sera trompé sur 2-3 trucs, mais voilà, c'est le but. On recommencera et ce sera plus poli. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? J'arrive.
Du coup, j'avais une question. Quand vous concevez un nouveau produit, est-ce que vous prévoyez d'enregistrer les logs d'erreurs pour les analyser et avoir des feedbacks là-dessus? C'est prévu. Justement, je travaillais sur un autre produit avant où il n'y avait pas eu de chiffres, par exemple sur le parcours d'inscription. Je me disais c'est très simple le parcours d'inscription, les gens ne vont pas se rater. On se dit mais c'est bizarre, on ne transforme pas, il y a des gens qui ont l'air de vouloir venir mais ça ne va pas plus loin. Donc on avait mis un petit tag sur ce formulaire d'inscription et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment, je crois que c'était, je parle sous l'égide de mon ancienne PO, mais je crois qu'il y avait quasiment 2 utilisateurs sur 3 qui partaient de ce formulaire parce qu'il était incompréhensible, il était compliqué à remplir. Donc c'est important, oui, justement d'observer aussi l'erreur comme ça. En plus des tests utilisateurs, ça fait de la grande échelle, donc c'est assez intéressant. Et c'est comme, par exemple, on va développer une FAQ dynamique où en gros, en entonnoir, l'utilisateur dit j'ai un problème avec les congés, ok, quel type de congé, est-ce qu'il est soumis, validé et compagnie. Ça lui donnera à terme une réponse. On va aussi mesurer en fait l'efficacité de notre réponse. Donc si on voit qu'on a fait une erreur en fait, dans la rédaction de notre réponse, on va pouvoir le mesurer à travers un simple oui-non. Est-ce qu'on vous a aidé grâce à cette question? Si on voit qu'on a 90% de non sur une question, on va se poser déjà une première question, c'est est-ce qu'on l'a bien écrit? On va la remettre. Si on voit qu'on a toujours 80%, on se dit on a peut-être fait une erreur là par contre dans notre conception. Donc l'idée c'est vraiment de mesurer tout le temps, Jean-Pierre Chevènement, apprendre. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou alors on peut, si vous voulez, on pourra échanger de façon plus individuelle lors de la suite de la soirée. Ah, s'il y a quand même une dernière question. Attendez, là, je sens que c'est la question. La question du bio. Non. Non, moi ma question c'est sur le ton juste. Alors je mesure ce que ça peut apporter. Par contre, je me demande comment on fait pour ne pas avoir un effet boule de neige sur l'erreur. C'est-à-dire qu'on a une première erreur de l'utilisateur et on cherche à être pertinent, drôle, à avoir un peu de finesse dans la manière de traiter la chose. Et au final, on aggrave la situation parce que du coup, on n'est pas aussi clair que ce qu'on espérait. Donc, comment on fait pour à la fois être simple et efficace et clair et en même temps personnaliser aussi l'expérience sur l'erreur? L'exercice est assez simple en fait. Il faut déjà commencer par être simple. Il faut déjà écrire une phrase. Alors, elle n'est peut-être pas drôle, elle n'est peut-être pas très humaine, elle n'est peut-être pas, elle est peut-être pas fine, elle va peut-être pas marquer notre utilisateur, mais déjà cette phrase en fait, elle va nous donner la solution. En fait, il faut déjà trouver le levier qu'on veut donner à notre utilisateur. Et une fois qu'on l'a noté, par exemple, sur le problème de ce congé-là, je peux poser que 4 jours et plus. Le premier message, ça va être vous devez poser 4 jours et plus si vous prenez des CA01. Donc voilà, j'ai déjà mon levier. Après, une fois que j'ai vraiment validé ça, après je peux aller le valider avec des utilisateurs, je peux aller le valider avec le support par exemple. Une fois qu'on a validé cette petite phrase, là on peut apporter de la finesse. Par exemple, sur l'API RH, il y aura cette phrase-là, mais au-dessus ce sera « Oups, vous avez été un petit peu gourmand ». Donc on est un peu plus fin, on essaye de créer de la connivence. Et derrière, l'autre étape, c'est de, par exemple, si c'est un problème de solde de jours, par exemple, vous demandez 7 jours, mais vous en avez que 6. Donc c'est, vous allez être trop gourmand, vous avez un problème de solde, et en plus, je peux aussi afficher, tout bêtement, en fait, vous avez demandé 7 jours, mais vous n'en avez que 6. Donc il faut commencer par être simple, commencer par être pédagogique, et après, on peut rigoler. C'est un peu comme à l'école. On apprend et après, on rigole, mais il faut déjà trouver le levier. Et faites attention surtout à l'humour, parce que dans les cas d'erreur, c'est pour ça que je ne parle pas trop d'humour, je parle de finesse et de connivence. Parce que des fois, si Trainline me mettait des messages très drôles quand je cherche un train alors que je dois partir dans 15 minutes pour aller à l'autre bout de la France, ça ne me fera pas rire. De toute manière, ça ne me fera pas rire. Si je vois par contre qu'il n'a pas pitié de moi, mais qu'il est empathique, là, j'aurai une meilleure image de Trainline, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si? Oui, très bien. Merci beaucoup Simon. Merci à vous. C'est pas Jean-Pierre Chevènement.
Non, C'est un autre genre. c'est Jean-Pierre Chevènement, jeune. Je ne le connaissais pas. Juste pour vous dire que donc, la suite de la soirée se passe juste à côté et qu'on organise aussi un meet-up en juin. Donc c'est ceux qui étaient là en avril ou en mai, c'était sur l'accessibilité. Donc on en refait avec d'autres personnes encore sur le même thème parce que ça a eu beaucoup de succès et beaucoup de retours. Donc faites passer le message, venez, soyez présents. Ça se situe, je crois, je sais plus, fin juin, vers le 20 juin. On enverra les dates. Merci de votre présence et on vous attend à côté avec plaisir. Merci.